Google cette année. J'ai acheté pour tant de bannières pour mes clients cette année sur plein de sites différents. Et en demandant aux différentes régies, on obtient les chiffres du marché publicitaire sur Internet. Là, c'est une autre source qui le gère, c'est le SRI, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, le syndicat des régies Internet. C'est ce qu'on va regarder, c'est le petit 3, la mesure du marché publicitaire en ligne, les chiffres du SRI. Il y en a beaucoup qui font multimédia. Ici, la création digitale. 5. Oui, parce qu'il y a deux gros groupes. Hein. Il y a la création digitale et jeux vidéo, c'est ça. Et les autres, vous êtes hyper minoritaires. Donc, création digitale, vous avez quand même beaucoup travaillé dans un univers lié à la pub, parce qu'Internet, c'est trop fait de pub. Et beaucoup de créations en ligne sont des créations publicitaires. Jeux vidéo, il y a un peu de pub, mais pas tant que ça. Plus le payant qui l'emporte. Bon, la télévision, il y a de la pub, mais c'est pas trop sur Internet à part le réseau. Alors, l'étude du SRI, donc le syndicat des régies Internet. Les dépenses publicitaires sur Internet, c'est des dépenses médias. Et vous l'avez compris, on ne peut pas les figer, donc il n'y a pas de brut, c'est que c'est net. C'est les régies Internet qui communiquent leurs chiffres. Donc c'est un peu comme avec l'IREP, on a des chiffres globaux, mais on n'a pas des chiffres au jour le jour détaillés, annonceur par annonceur, etc. Et en tout cas, depuis 2008, on a tout un ensemble de chiffres qui sont communiqués avec différentes catégories publicitaires sur Internet. Alors ça a été modifié en 2019, on verra la modification, mais globalement, c'est systématiquement les mêmes formats qui sont mobilisés. Alors il y a tout un tas de formats publicitaires sur Internet. Le principal, c'est ce qu'on appelle le search. Le search, il y a beaucoup de mots anglais, c'est l'achat de liens sponsorisés. C'est votre question de tout à l'heure, les publicités sur Google, les 4 liens sponsorisés du haut, c'est le search. Donc ça, c'est un format publicitaire en ligne. On achète un référencement de son adresse URL. Les chiffres 2019 sont connus. Le SRI les a communiqués. C'est 42% du total. L'achat de liens sponsorisés dans le moteur de recherche Google, qui est 96% de recherche en France, de la recherche en France, c'est 42% du marché publicitaire en ligne. Google, à lui tout seul, rien qu'avec son moteur de recherche, il aspire 42% des dépenses des annonces. On verra pourquoi. Premier format. Deuxième format, ce qu'on appelle le display. Le display, c'est toutes les bannières possibles et imaginables. C'est le format historique de l'Internet. La fameuse bannière publicitaire, le carré qu'on intégrait dans un site web, le triangle du haut avec une petite publicité. Aujourd'hui, on appelle display toute communication publicitaire qui est intégrée dans une offre éditoriale. On est sur un modèle très média, finalement, classique. On a une page web qui est une proposition éditoriale. Dans la page web, on va intégrer un espace publicitaire de communication, mais ça peut être une vidéo. Et donc, cette page web, elle peut être dynamique, ça peut être un flux vidéo. Et dans ce cas-là, dans le flux vidéo, vous allez avoir des coupures vidéo, des bannières vidéo. Dans le replay, vous allez avoir ce qu'on appelle des pré-rolls, des publicités pré-rolls. Donc c'est la publicité vidéo qui précède le lancement du flux de l'émission en replay. Donc tout ça, c'est du display. Le display, en 2019, c'est 45% de la dépense publicitaire sur Internet. C'est passé devant le search. En 2019, le display, c'était beaucoup. Il y a encore 6-7 ans, c'était 30% seulement des dépenses publicitaires. Le display est en train de réexploser, alors qu'il avait énormément baissé au détriment du search. C'est qu'il se passe quelque chose sur le display qui fait qu'aujourd'hui, les annonceurs ont de nouveau confiance dans le marché des bannières. Pendant un moment, ils n'avaient plus du tout confiance. Au début du marché des bannières, c'était les fameux pop-up qui s'affichaient sur votre page web, ça énervait tout le monde, il fallait tout fermer, enfin c'était insupportable. Du coup, ce n'était pas considéré comme une publicité très efficace et intelligente. Et après, vous avez ce qu'on appelle les autres leviers, puisque là, vous vous rendez compte que Search et Display, rien qu'à eux deux, ils prennent quasiment 90% du marché. Donc les autres leviers, c'est quoi? C'est l'affiliation. C'est quoi l'affiliation?
c'est lié, il y a une histoire de lien hypertexte. C'est quand deux sites se mettent d'accord entre eux pour se faire du renvoi d'audience. Et celui qui récupère l'audience paye celui qui lui envoie. Donc, je vous donne un exemple d'affiliation. Imaginons le site dumonde.fr. Il y a un onglet météo, ils ne payent pas des journalistes météo. Et en fait, quand vous cliquez sur l'onglet météo, ils affichent une page Météo France. Et donc Météo France comptabilise l'audience qui est apportée par Le Monde et en contrepartie, elle paye Le Monde pour que ce soit Météo France et pas la chaîne Météo qui soit affichée. Donc ça c'est de l'affiliation. C'est des tout petits budgets puisque c'est quelques partenariats entre quelques sites. Donc vous avez ce dont on a parlé tout à l'heure qui relève aussi du marketing direct, l'emailing, les envois d'emails dans les boîtes aux lettres. Là, je vais casser un mythe. Les comparateurs de prix. C'est une dépense publicitaire comptabilisée sur Internet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que GoVoyage, c'est un comparateur de prix. Donc ça veut dire quoi? Utiliser GoVoyage pour trouver un voyage pas cher. C'est de la pub. Oui, c'est de la pub, donc il ne compare que ceux qui acceptent de payer pour être comparés. Donc c'est pas les comparateurs de prix, c'est pas nécessairement le lieu de la bonne affaire. Il y a peut-être moins cher, mais qui n'ont juste pas payé. Il y a peut-être moins cher, et pour être moins cher, ils refusent de communiquer, donc ils refusent d'être comparés. Alors, à La Réunion, vous n'avez pas le choix. Il y a 3 compagnies. Donc vous pouvez très vite voir. Mais en métropole, quand vous voulez aller quelque part, il y a tout un tas de compagnies différentes. Et donc effectivement, vous avez tendance à prendre les comparateurs de prix. Comparateurs de prix en métropole, EasyJet, Ryanair, ils apparaissent quasiment jamais. Ils refusent de payer. Quand vous vendez un billet à 1 euro, vous ne pouvez pas filer 1 euro à GoVoyage. Voilà. Et donc du coup, effectivement, c'est pas nécessairement Alors, les gens ne comprennent pas que c'est de la publicité. Mais dès qu'il y a un billet d'avion qui est vendu via GoVoyage sur le site Air France, ou qu'il y a une audience qui est amenée sur le site Air France via GoVoyage, Air France paye GoVoyage pour récupérer ce client potentiel. Donc il y a les comparateurs de prix qui font partie des dépenses publicitaires. Et puis, ils sont plus mesurés, mais avant il y avait les annuaires, les pages jaunes, etc. Ou là, même en papier, vous savez, vous voyez dans les pages jaunes, vous payez pour rappel. Et puis tout ça, il y a des nouveaux découpages qui sont apparus. Alors, à partir de 2013, il y a eu un découpage où on mettait desktop et mobile, c'est-à-dire publicité sur mobile et publicité sur PC, parce que c'est pas le même type d'écran, donc c'est une bannière sur mobile, elle n'a pas la même forme qu'une bannière sur PC, évidemment. Elle se met autrement. Depuis 2016, il y a plus de connexions en France qui se font depuis un smartphone que depuis un PC. On ne fait plus ce distinguo-là, et à chaque fois qu'on dit search, c'est search PC plus mobile en fait. Pendant un moment, on avait identifié le mobile. Et par contre, depuis 2019, c'est le display qui est distingué. En fait, ils l'ont sous-divisé en display simple et en social. C'est-à-dire que le display social, c'est les bannières, ce qu'on appelle des bannières, pas la forme de bannière, dans les fils d'actualité des différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, etc. C'est toutes les communications publicitaires sociales. Alors pourquoi ils l'ont distingué? Eh bien, tout simplement parce que le social est en train de commencer à peser lourd. Sur les 45%, il y a 25% qui viennent des réseaux sociaux et 20% qui viennent des sites classiques, des autres sites qui ne sont pas des sites sociaux. Donc en fait, dans le display, et c'est pour ça que je vous dis que le display est en train de grossir, c'est le succès des réseaux sociaux, c'est comptabilisé en display, qui fait augmenter la part du display par rapport au search. Et historiquement, le marché des bannières était 2 fois plus petit que le marché du search, c'est encore le cas aujourd'hui, si on met les réseaux sociaux à part. Par contre, les réseaux sociaux sont en train de véritablement capter une part importante de la dépense publicitaire des annonceurs. Pourquoi ? Quel est l'avantage des réseaux sociaux quand ils font de la publicité? C'est une grande relation sociale en fait, non?
vendent pas de relations sociales. Enfin, en fait, leur produit, c'est nous, quoi, parce qu'on diffuse l'information par justement tous les. Ouais, essayez de faire simple quand vous faites des réponses. Vous avez la bonne réponse, hein, mais essayez de faire simple. C'est parce que du coup, s'il y a une pub qui nous intéresse, on va partager avec nos amis, et comme nos amis ils valorisent notre opinion, et ben ça va les intéresser aussi. On va essayer de faire simple. Parce qu'on a nos informations dessus directement. C'est un truc dessus. Donc la cible elle est concrète, on sait. Ouais, la cible, bah oui, franchement, les réseaux sociaux c'est top. Vous dites tout aux réseaux sociaux, vous leur avez tout donné comme information, et donc effectivement, vous pouvez faire une pub hyper personnalisée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Pourquoi les annonceurs privilégient les réseaux sociaux en ce moment? Parce que Facebook, qui possède aussi WhatsApp, qui possède aussi Instagram, il va dire, écoutez, monsieur Jouve, voilà qui c'est. Ça sert à rien de lui faire une pub pour une voiture, lui, il n'en achètera pas. Par contre, lui, il faut lui faire une pub sur ça, parce que ça, il en achète. Et donc, du coup, vous avez effectivement la possibilité de faire une publicité hyper ciblée et hyper performante. Et on verra que dans les différents formats publicitaires sur Internet, ce qui compte beaucoup, c'est la performance. Les formats qui marchent mal sont les formats qui ne sont pas performants. On ne garantit pas à l'annonceur que sa publicité, elle marche pour de vrai. Mais vous voyez bien que s'il y en a qui font des applications, qui veulent faire un jeu vidéo et le financer par la publicité et tout, c'est pas la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas se dire où je peux mettre de la publicité pour que ce soit accepté ou pas. C'est pas ça qui donnera de la valeur à la publicité. C'est est-ce que la publicité elle est performante ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'elle arrive à vraiment être efficace pour l'annonceur. Sur un réseau social, il n'y a aucun doute. Si vous savez que le mec il a changé de petite copine il y a 3 mois, et qu'on est juste avant le 14 février, là, vous pouvez y aller pour la Saint-Valentin. Ben oui, non, mais ça vous fait rire, mais c'est comme ça que ça marche. Par contre, si on voit que le mec, il a sa petite copine depuis 10 ans, et ça fait 5 ans qu'il ne fait plus de recherche en ligne, idée cadeau avant la Saint-Valentin, c'est cahier, c'est bon, ils se connaissent assez pour plus faire de cadeaux. Et pour plus la fêter, la Saint-Valentin. Et donc, c'est plus le moment de lui faire de la pub pour une idée cadeau. Et c'est ça. Que ça vous fait rire, mais c'est exactement ce qu'ils savent. Hein. Les réseaux sociaux, et donc c'est ce degré de précision-là qu'ils ont, et ils ont même le montant du cadeau que vous êtes prêt à faire. Parce qu'ils savent très bien le genre de site que vous avez visité, que vous avez liké, etc. Et donc ce que vous êtes potentiellement prêt à acheter ou pas. Si vous voulez faire un cadeau, vous avez un pouvoir d'achat faible, vous n'avez pas sur le site de Boucheron. Si vous êtes sur le site de Boucheron, c'est que derrière le pouvoir d'achat, ça envoie. Et donc du coup, vous voyez bien que là, en termes de publicité, vous pouvez aussi dire à l'annonceur, non, mais ça ne sert à rien. Ton collier, la bonne affaire à 20 €, il n'achètera jamais ça à sa copine. C'est un autre monde. Ça ne se fait pas d'offrir un collier à 20 €. Et donc du coup, effectivement, c'est ça qui est en train de fortement se développer et de l'emporter d'ailleurs sur les autres formes de distance. Alors du coup, je vais vous donner quelques chiffres. pour que vous puissiez comparer tout ça de manière précise. Donc, une fois qu'on a vu les pubs du SRI, petit 4, les chiffres clés du marché publicitaire français, reflet des stratégies de communication des annonceurs à travers les différents chiffres. Le but du jeu, c'est de vous montrer ce que les annonceurs privilégient et du coup comment on construit une campagne de communication publicitaire. Quel type de médias on utilise, comment, pour obtenir quel type d'effet. Donc chiffres clés du marché publicitaire français, je ne vais pas vous donner les chiffres de Gontard, je vais vous donner les chiffres globaux. France Pub, je vous ai dit, France Pub c'est le seul qui donne le média et le hors média. Alors je vais vous donner les chiffres côté annonceurs, donc dépenses des annonceurs, et les chiffres côté médias, recettes des médias. Pour la partie médias, c'est quoi la différence? Non, vous le savez hein? Je vais vous donner pour les médias les dépenses des annonceurs et la recette des médias. C'est pas les mêmes chiffres. Ah, mais parce que les annonceurs, ils vont aussi faire la conception du spot. Ils ont des frais techniques, les annonceurs, donc ils dépensent plus que ce qu'ils achètent comme espace de communication dans les médias. Et vous le verrez si vous regardez dans France Pub le baromètre du marché publicitaire. Vous avez deux tableaux. Vous avez un tableau recettes des médias et un tableau dépenses des annonceurs. Ce n'est pas les mêmes chiffres.
Alors, dépenses des annonceurs dans les médias, on va commencer par les médias. Presse, ça c'est les chiffres 2018, hein, c'est pas sorti les chiffres 2019, avec Internet qui est sorti. J'arrondis, hein. 2,2 milliards d'euros. Ça c'est dépenses des annonceurs. Ah, vous allez me dire recettes, si on met recettes médias, vous allez me dire qu'il dit n'importe quoi parce que recettes médias, 2,3. Les médias toucheraient plus que ce que les annonceurs dépensent dans la presse. C'était une petite astuce. Dans les recettes publicitaires des médias, est-ce qu'il n'y a que des dépenses des annonceurs? Non. Il y a les petites annonces. Donc la presse, quand les médias déclarent leurs recettes publicitaires, ils mettent ce que les annonceurs ont dépensé. Donc je dis, en principe, il y a 20% de frais techniques. Donc en fait, il y a, dans les recettes des médias presse, il y a 2 milliards qui viennent des grands annonceurs, les plus payés dans la presse. Mais il y a aussi 300 millions d'euros, c'est toutes les petites annonces que les médias arrivent encore à publier. Si vous regardez la télévision, 4 milliards d'euros de dépenses annonceurs, et recettes médias, 3,3. Là c'est bon, hein, on voit bien, il y a une partie frais techniques côté dépenses annonceurs qui se retrouve amputée quand on regarde les recettes des médias. Si on regarde la radio, là, on ne va plus être en milliards d'euros, donc ce qu'on va faire, on va mettre en millions. Hein, donc 2200 millions pour la presse, 4061 pour la télévision, radio, 824 millions. Beaucoup moins. Beaucoup moins. La publicité à la radio, ça coûte moins cher, 824 millions de dépenses annonceurs et 702 de recettes des médias, une fois qu'on a déduit les frais techniques. Si vous regardez l'affichage maintenant, extérieur. L'affichage, dépenses des annonceurs 1352 en 2018, recettes des afficheurs 1212, c'est les fameux graphistes qui sont payés, il y a un peu de sous pour les graphistes. Et Simula, 147, c'est petit évidemment, il y a peu de salles qui ne touchent pas beaucoup. Et là, c'est 92. Par contre, il y a des dépenses des annonceurs très importantes au cinéma. Pourquoi? C'est quoi les publicités qu'on voit au cinéma? C'est les bandes annonces des films la plupart du temps. Et les bandes annonces des films, c'est des publicités qui coûtent très cher à fabriquer. Donc ça, c'est dépenses annonceurs, recettes des médias, c'est bon, parce que j'ai supprimé les recettes des médias. Que vous ayez tous les chiffres du marché publicitaire. Donc là, vous avez un ordre d'idée. Dans les différents médias hors Internet, on voit bien que la télé est le poste principal. La presse, ça a été longtemps, avant l'invention des chaînes de télévision privées, avant les années 80, c'était longtemps le seul support publicitaire. La presse a beaucoup perdu, et là, 2,2 milliards, ça paraît beaucoup, mais c'est sur des milliers de magazines, de presse quotidienne nationale, presse quotidienne régionale. Les 4 milliards, c'est sur 26 chaînes. C'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Radio et l'affichage qui marche bien. Donc ça, c'est pour le marché média. On rajoutera Internet ensuite. Puisque je vais vous le mettre. Digital pour l'instant, on le met dans un petit point, on le détaillera ensuite. Digital, 6 milliards 7. Donc plus gros que la télévision. Internet est passé dans la télévision depuis 3 ans. Bon. Là, c'est pas détaillé, il n'y a pas le search dedans, le display, c'est total Internet. On détaillera ensuite. Si maintenant on regarde le hors média, marketing direct, donc les courriers que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, adressés ou pas, 7 milliards 5. C'est énorme. C'est énorme. Marketing direct. Promotion des ventes. 5 milliards 7. On a acheté de offert. Ouais, parce que Jumbo capte, hein. Capte plus que TF1. Hein. En comparaison. Un grand cas de réunion. Parrainage. 941. Mécénat, il y en a beaucoup moins obligatoirement parce qu'il faut être habilité.
272. Les foires et salons, 1561. Ça coûte cher les trains des hôtesses. Hein. Ce qui coûte le plus cher, c'est la masse salariale. Et du coup, relations publiques, 1994, là c'est que de la masse salariale, les chargés de com, ça coûte une fortune. Parce qu'un humain, ça coûte plus cher. Voilà. Donc quand vous regardez les chiffres du marché publicitaire français, vous vous dites, tiens, les annonceurs, ils ne mettent pas leur argent de la même manière partout. Ils ne mettent pas leur argent de la même manière partout. Ils le mettent où, leur argent, principalement? Le digital et marketing. Marketing direct. Clairement. Marketing direct, c'est les bons de réduction que vous envoyez, cher client Sephora, c'est les prospectus que vous mettez dans les boîtes aux lettres, etc. Quel type de communication vous avez? Fidélisation. Fidélisation, un peu avec cher client, machin. Mais quand vous envoyez cher client, c'est votre anniversaire, vous avez un bon d'achat de 10 euros chez Sephora. Et quand vous mettez le catalogue Jumbo, promotion sur le riz cette semaine, les 10 kilos à 10 euros. Quel type d'effet vous attendez du public? Lui donner envie d'acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication dite de performance. C'est-à-dire, vous mesurez directement l'efficacité de votre campagne publicitaire parce que vous voyez si immédiatement les ventes augmentent ou pas. C'est de la publicité à la performance puisque vous savez que vous avez fait une campagne de promotion sur le riz. Vous voyez dans le magasin hein, si mécaniquement les ventes de riz augmentent. Et vous pouvez très bien mesurer. J'ai distribué 200 catalogues autour du lieu de vente. J'ai eu une augmentation de 20% de mes ventes de riz. Et donc là, clairement, cette augmentation-là, vous savez ce qu'elle vous rapporte. Et donc vous savez si votre communication elle est efficace en termes de génération de chiffre d'affaires. C'est la même chose quand vous envoyez des coupons Sephora. Vous envoyez 1000 coupons anniversaires par an, par mois plutôt, dans une région. Là, vous voyez si ces 1000 coupons ils sont activés en caisse ou pas. Donc vous savez que pour 1000 coupons envoyés, vous avez X achats effectués en caisse parce que la personne doit venir avec son coupon et le scanner pour avoir sa réduction. Et donc là, vous pouvez mesurer très précisément ce que votre dépense publicitaire génère d'activité commerciale. Et donc quand on arrive à mesurer ça, c'est ce qu'on appelle de la communication de performance. C'est-à-dire on est sur l'acte final de la campagne de communication. À un moment donné, le type, on l'a convaincu, tout ça, bon, il faut qu'il sorte son porte-monnaie. Et là, on le mesure précisément, cette capacité de la communication publicitaire à vous faire sortir votre porte-monnaie. Donc à vous faire aller à Jumbo et acheter les kilos de riz, à vous faire aller à Sephora et acheter du parfum, etc. etc. Et ça, c'est mesuré précisément. Alors, avec les coupons Sephora, c'est mesuré personne par personne, hein, parce que là, chaque coupon a un numéro différent, donc on mesure très précisément. Mais par contre, quand vous faites juste des catalogues promotionnels dans les boîtes aux lettres, là, vous voyez bien que si vous avez distribué sur tel quartier, ça génère 20% des ventes, sur tel autre, ça génère 30%, etc. Il suffit de jongler d'un quartier à l'autre, d'une semaine à l'autre, et vous voyez immédiatement ce que ça génère comme. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle de la communication de performance. Deuxième poste, c'est le digital. Mais je vous ai dit, dans le digital, en fait, le premier poste, c'est le search. Et le deuxième, ils sont à égalité, c'est le display, mais dont social et donc classique. Donc finalement, le search, si on le ramène, mais c'est à moitié. Dans le digital, il y a autre chose, les chaînes YouTube et des gros. En gros, c'est plutôt aux alentours de 2 millions. Voilà, je pense que c'est ça. Donc après, le marketing direct, il y a quoi? C'est la promotion des ventes. C'est toujours du hors média. La promotion des ventes. Quel type de publicité c'est? Promotion des ventes, je vous dis, un 2 acheté, un offert, les têtes de gondole, etc. Est-ce que ça, c'est de la publicité aussi à la performance? Ou est-ce que c'est une publicité de notoriété? Juste pour entretenir la notoriété d'une marque?
performance. Pourquoi? Ça joue psychologiquement sur les gens, quoi. La performance, ça se mesure. Ça se se mesure super facilement. Vous savez combien de gens ont acheté 2 plus 1 offert. Ça se voit en caisse, hein, c'est enregistré. Donc vous savez très bien combien vous avez offert de paquets puisque ça s'est vu en caisse. Donc vous savez très bien que si vous faites 30% de réduction de acheter un offert, ça génère une augmentation par rapport au taux de vente habituel de X%. Donc là vous êtes bien dans une communication où la performance est mesurée. Parce qu'il y a un acte d'achat qui est mesurable, il y a un acte consommateur en tout cas, qui est mesurable. Troisième poste de dépense. Non. On passe chez les médias maintenant, c'est la télé. C'est la télé. Alors la télé. Est-ce que quand vous faites une campagne de pub à la télé, pour le Renault Kadjar, vous arrivez à mesurer précisément l'augmentation des ventes? Et s'il y en a qui font, alors pas du graphisme, audiovisuel et qui font des clips publicitaires, hein, si vous faites un clip publicitaire pour, allez, on va faire un exemple féminin, Optique de Bourbon, est-ce que ça va générer plus de ventes de lunettes? En principe oui, hein, c'est l'objectif. Mais est-ce que vous pourrez dire à Optique de Bourbon, ma publicité, elle t'a fait augmenter tes ventes de 10%? Digital, tu peux le faire, mais TV, non. C'est pas mesurable. C'est immesurable. Vous voyez qu'il se passe un truc. Dans les 3 semaines qui suivent la diffusion d'un spot publicitaire, en général, les ventes augmentent. Mais par contre, il se peut que le spot soit pourri. Un mauvais étudiant lillois fait un spot mauvais pour Optique de Bourbon. Et là, on dit, je vais quand même pas acheter mes lunettes chez un mec qui fait de la publicité comme ça. C'est pas possible. Et donc, du coup, vous évitez Optique de Bourbon en disant s'il fait ses lunettes comme il fait sa publicité, c'est une catastrophe. Et effectivement, je veux dire, le fait de passer à la télé, c'est marqué vu à la télé qu'obligatoirement. Voilà. Et donc, là, vous n'avez pas une communication à la performance. Vous avez quel type de communication? Si vous faites une communication pour Optique de Bourbon, un spot télé pour Optique de Bourbon, est-ce que les Réunionnais vont tous acheter des lunettes dans les 10 jours qui suivent? Non. Non. Bien évidemment que non. C'est juste pour frapper local. Mais par contre, c'est vous faire connaître Optique de Bourbon. Si régulièrement vous faites des spots Optique de Bourbon sur Antenne Réunion, le jour où quelqu'un casse ses lunettes, il se dit tiens, il faut que j'aille me racheter des lunettes, et bien je vais aller chez Optique de Bourbon. Puisque j'ai l'habitude de le voir. Donc là, vous n'êtes pas sur une communication à la performance, c'est-à-dire que ça ne se traduit pas par un acte d'achat immédiat, mais par contre, vous mettez dans la tête des Réunionnais que pour acheter des lunettes, il faut aller chez Optique de Bourbon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication de marque ou de notoriété. Donc là, en gros, vous travaillez la marque et la notoriété. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à vendre tout de suite, principalement à la télé. Alors, il y a des dérogations sur les chaînes locales. Alors, je ne sais pas si la Réunion, vous est considérée comme chaîne locale. Mais par exemple, en métropole, c'est interdit de faire de la promotion de produits à la télévision. Vous ne pouvez pas dire Carrefour en ce moment fait des réductions sur les Pampers. C'est interdit. Donc vous avez le droit de faire de la pub pour Carrefour, mais en disant Carrefour s'engage sur le développement durable, blablabla. Mais vous ne pouvez pas faire promo Pampers chez Carrefour, c'est interdit. C'est pour protéger la presse qui, elle, a le droit d'accueillir ce type de promo de la radio. Et donc du coup, les chaînes locales ont le droit de le faire. Alors peut-être qu'à La Réunion, vous êtes considéré comme chaîne locale. Antenne Réunion et la première, je ne sais pas s'il y a ce genre. Si on peut annoncer un déstockage chez Jumbo à la télévision. S'ils le font, Donc s'ils le font, c'est considéré comme des chaînes locales et pas des déclinaisons des chaînes nationales. Et du coup, effectivement, là quand vous faites ça, vous faites bien, là vous êtes en mode performance. Hein. Les promotions sur Pampers, vous voyez tout de suite si les ventes de Pampers augmentent. Mais sinon, la télévision, en tout cas en métropole, la dépense publicitaire est principalement nationale. Vous êtes sur communication de marque et notoriété. Et ça colle bien parce que quand vous êtes sur TF1, vous touchez 8 millions de personnes d'un coup. Donc quand vous touchez 8 millions de personnes d'un coup, vous savez bien que ce n'est pas 8 millions d'acheteurs de voitures ou 8 millions d'acheteurs immédiats de lunettes. C'est 8 millions de personnes qui ont besoin d'avoir des références
en termes de marque de voiture, de marque de lunettes, etc. Et le jour où ils deviendront consommateurs, eh bien, ils feront confiance à ces marques. Vous êtes sur de la communication de notoriété. Quatrième poste de communication. Alors la presse. Mais la presse, c'est pas bien, parce que tout est mélangé, c'est pas clair. En fait, il y a presse quotidienne nationale, gratuite, régionale, etc. Donc presse quotidienne régionale, elle va faire le kilo de riz à 10 €. Là, c'est de la communication de la performance. Et par contre, la presse quotidienne nationale, elle va accueillir le nouveau 4x4 Renault, la marque Renault. Même si vous n'êtes pas acheteur de 4x4, vous savez que Renault fait des 4x4. Et peut-être qu'un jour, si vous achetez des 4x4, vous irez voir ce qui se passe sur un concessionnaire Renault. Ça, ce sera plutôt une pub dans le Monde ou dans l'Express, etc. Donc la presse, c'est un gros volume, mais c'est complètement éclaté. On va aller du côté plutôt d'Internet maintenant, cette fois-ci. Si on regarde le search, un petit paquet dessous aussi. Alors du coup, le search, est-ce que c'est de la communication de notoriété ou de la communication de performance? Pourquoi c'est de la communication de performance? Ah, on peut compter le nombre de clics. Et donc si on peut compter le nombre de clics, le client est rentré dans le magasin. Hein. Si vous achetez un lien sponsorisé Air France, que le mec clique, il est sur le site d'Air France, il n'achètera peut-être pas de billet Air France, mais en tout cas il est rentré dans le magasin Air France en ligne. Il a la possibilité d'acheter un billet. Donc là vous êtes bien sur de la performance pure. Hein. Le search c'est de la performance pure. D'ailleurs on le verra, vous ne payez que quand il y a un clic, c'est-à-dire quand le type rentre dans le magasin. Tous ceux qui ne viennent pas sur le site web, ils ne payent pas. Si vous faites du display classique, campagne de bannière sur les sites web français, performance, notoriété, plutôt notoriété, c'est un peu comme TF1. Je fais une campagne, Orange sort un nouveau forfait fibre. Les Français doivent le savoir, ils ne vont pas tous changer d'abonnement dans les 2 jours. Hein. Mais ils savent que Orange fait un nouveau forfait fibre. Campagne de notoriété. Par contre, si vous faites une campagne de display social, Rayana voyage avec Air Maroc. Alors, non, ça c'est pas les faux articles, là. Une campagne de pub où il y a Rayana, une vidéo qui apparaît, qui s'auto-déclenche dans Facebook. Et vous voyez Rayana dans un avion Air Maroc, en train d'arriver, elle va à un hammam au Maroc, c'est trop cool, et il y a le petit logo Air Maroc avec Rayana dans l'avion qui est trop heureuse d'aller au Maroc et d'aller dans un hammam avec vue sur l'océan. C'est quel type d'effet recherché? Vous en voyez plein des publicités comme ça. Ou un influenceur qui est sur une toile d'Orangina en soirée. Et il y a la vidéo de l'influenceur qui est sponsorisée par bien sûr Orangina. Et vous voyez l'influenceur adorer l'Orangina et dire moi les cocktails Orangina j'adore. Et puis cette soirée j'en ai bu la soirée Orangina devant Martinez à Cannes, c'était top. C'est une fausse interview, hein. Tout est bidon mais c'est de la publicité d'ailleurs. Le display social c'est compliqué parce que ça dépend de comment est comptabilisé. Si c'est à plus de 4-5 secondes de lecture, du coup c'est comptabilisé. Si c'est à moins, c'est pas comptabilisé. Et après ils comptabilisent quand même l'affichage. Ouais. Facebook il comptabilise ça on verra. Et après il y a le problème de la mesure puisque Facebook il a tendance à vite comptabiliser quand d'autres sont plus patients. Mais par contre l'objectif, si quelqu'un regarde la vidéo de Rayana dans un avion Royal Air Maroc, est-ce que c'est de la notoriété, est-ce que c'est de la performance ou est-ce que c'est autre chose? C'est un peu compliqué, mais je dirais plus performance parce qu'au final il peut compter combien d'utilisateurs ont eu la pub. Ouais, mais c'est. Alors, sur internet, vous pouvez finalement tout mesurer. Mais par contre, c'est pas de la performance au sens où on en parle depuis le début. Ça veut pas dire que le type va aller sur le site de Royal Air Maroc. C'est pas comme si vous avez acheté un lien sponsorisé Royal Air Maroc, le mec va dessus et va regarder effectivement. D'ailleurs, si c'est Rayana dans un avion de Royal Air Maroc, vous ne savez même pas d'où elle est partie, quelle est la destination, d'où elle vient, etc. Vous voyez bien, c'est juste une vidéo dite virale financée par Royal Air Maroc et achetée comme campagne de communication sur Facebook. Il y a un petit côté notoriété puisque c'est Royal Air Maroc, mais vous voyez bien que votre notoriété, vous l'écrasez quand même vous la faites écraser, elle est quand même bien écrasée par la présence de Rayana. C'est-à-dire quelque part, les gens vont regarder la pub pas pour Royal Air Maroc, mais pour Rayana.
Et donc, du coup, vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle de la fidélisation dans ces cas-là. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de trop de communiquer sur la marque Royal Air Maroc et vous laissez plutôt Ryana prendre le devant de la scène, mais dans un environnement Royal Air Maroc. Et donc là, en gros, c'est pour les gens qui connaissent déjà Royal Air Maroc, qui n'ont pas besoin d'être sensibilisés à ça, c'est de dire, ouais, il y a quand même Ryana qui monte là-dedans. Et donc, quelque part, cette marque-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe laquelle. Et donc là, vous êtes moins sur faire connaître Royal Air Maroc que de montrer que Royal Air Maroc est cool. Plutôt le cool que vous avez travaillé, donc plutôt qu'une campagne de notoriété, c'est une campagne de fidélisation. Et là, vous avez en gros les trois moments. Une campagne publicitaire. Vous commencez systématiquement par une campagne de communication de notoriété, communication de marque, que vous accompagnez par une campagne de fidélisation à la marque, et vous finissez par la performance. Est-ce qu'on peut commencer par la performance? On va prendre l'exemple, je l'ai fait exprès de prendre Royal Air Maroc. Royal Air Maroc ont lancé des vols vers le Brésil il y a 2 ans, et c'était intéressant de voir la campagne. C'était pas écran, hein. Ils ont lancé des vols vers le Brésil. Le truc improbable. Mais du coup, c'était moins cher. Vous preniez un avion Royal Air Maroc depuis Paris, vous alliez à Casa, et de Casa, vous partiez au Brésil, ça coûtait moins cher de faire un Air France Paris-Rio. Mais du coup, Royal Air Maroc voulait faire comprendre aux Français que c'était possible de passer par Royal Air Maroc pour aller au Brésil. Sauf que Royal Air Maroc, qui c'est qui les prend en France, Royal Air Maroc? Les Marocains. Bah, les Français originaires des racines au Maroc. Clairement, ces vols-là, Air Alger, Air machin, on va voir la famille. Il y a un peu de touristes, mais le flux principal, c'est les descendants d'immigrés qui retournent entre guillemets au bled voir la famille. Et donc Royal Air Maroc, c'est pas du tout une compagnie grand public. C'est une compagnie de niche qui exploite la niche communauté immigrés ou descendants d'immigrés en France. Par exemple, il y a un vol Air Austral, La Réunion, Marseille, je ne suis pas obligé de repasser par Paris, pourquoi? Parce que la deuxième ville des Comores, c'est Marseille. En nombre de Comoriens, après les Comores, là c'est quoi? C'est Normandie la capitale? Enfin, la deuxième ville, c'est Marseille. Une population comorienne très importante. Et donc, ça remplit mécaniquement les avions. Et donc, nous, touristes, on se greffe par-dessus pour finir le remplissage. Mais par contre, on n'arriverait pas à le remplir avec que des Marseillais qui partent en vacances à La Réunion. C'est pour ça qu'il n'y a que Marseille en plus de Paris qui est desservi. S'il n'y avait pas la communauté comorienne, boum, ça s'arrêterait immédiatement. Donc, Royal Air Maroc, c'est une compagnie aérienne qui a ce positionnement-là historiquement. Or, Royal Air Maroc, quand elle ouvre Rio, ben, c'est pas les Marocains qui vont aller à Rio. C'est plus les Marocains. Là, il faut qu'elle remplisse ses avions avec des vrais touristes. Pas un tourisme familial, mais un tourisme de découverte, de voyage. Et donc, il faut qu'elle convainque les touristes que Royal Air Maroc, ça peut être légitime pour aller à Rio. Et donc, quand vous êtes français non descendant de Marocains, Royal Air Maroc, ça vous dit quoi? Vous connaissez quoi comme compagnie aérienne sûre en France? Vous ne mettez pas Royal Air Maroc dans la tête de liste, hein? Ça va, c'est Royal Air Maroc, hein. C'est pas Air Ukraine. Mais vous mettez plutôt Air France, la Lufthansa, British Airways, etc. Les grosses compagnies présentes dans le monde entier, avec des avions de partout et tout. Vous n'êtes pas Royal Air Maroc. Donc vous devez commencer par une campagne de notoriété. Vous voyez apparaître à la télévision des pubs pour Royal Air Maroc. Mais qui ne parlent pas nécessairement du Brésil, mais qui vont parler des nouveaux Airbus de Royal Air Maroc, de la qualité de l'accueil des hôtesses, etc. De l'art de vivre à la marocaine dans les avions Royal Air Maroc, etc. On fait la campagne de notoriété pour que les Français se disent, tiens, si un jour j'ai un billet, j'ai besoin d'un billet d'avion, ben Royal Air Maroc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous commencez dans un premier temps par la campagne de notoriété. Pourquoi pas? Et après, il faut que, entre pourquoi pas Royal Air Maroc et Air France, il n'y a plus que l'argument prix. Donc il faudrait un peu faire mieux. Et là, ben, vous commencez à voir apparaître sur Internet
des vidéos virales où il y a des stars, des gens connus, qui disent moi je voyage avec Royal Air Maroc parce que ça me permet d'aller là quand je vais faire la fête le week-end à Agadir, etc. D'acheter avec Royal Air Maroc, c'est sympa, on y va entre potes, etc. Et donc là, vous commencez à faire de la fidélisation. C'est-à-dire, pourquoi pas Royal Air Maroc, et puis quand même, oh là là, il y a Christophe Maé qui prend Royal Air Maroc. Alors Christophe Maé est arrivé à la Réunion, il était à côté de moi dans l'avion. On a fait la queue ensemble et tout, il était dans le même avion que moi, il va faire un concert bientôt. Donc je vous le dis, il vient 2 semaines avant lui, carrément. 2 semaines avant le concert, pour bien profiter de la Réunion, donc il est en vacances à la Réunion en ce moment même. Je crois que son concert est le 28 février, il a pris l'avion le 14. Donc vous pouvez croiser Christophe Maé en ce moment à la Réunion. Et en tout cas, Christophe Maé est capable de vendre des vidéos où on le voit monter dans une compagnie aérienne plutôt qu'une autre, etc. Et donc ça, c'est fidélisation. Si Christophe Maé monte dans un avion Aerostral, moi potentiellement je peux le monter aussi. Je ne suis pas aussi connu que Christophe Maé. Si lui, s'il lui accepte, il a plutôt l'habitude de voyager dans les bonnes conditions, donc je peux monter dans un avion Aerostral ou dans un avion Royal Air Maroc. Et c'est ensuite et seulement que vous allez acheter des liens sponsorisés sur Google quand quelqu'un va taper acheter un billet d'avion Rio. Et là, vous allez acheter pour être référencé Royal Air Maroc en première ligne. Mais est-ce que vous pouviez l'acheter dès le début, ça? Non. Si vous n'aviez pas au préalable communiqué sur le fait que Royal Air Maroc, c'est une compagnie internationale, c'est pas seulement la compagnie des Marocains qui rentrent dans leur famille. Et donc ça peut être pris par des gens qui n'ont rien à voir avec le Maroc, pour aller dans des destinations qui n'ont rien à voir avec le Maghreb. Si ça, vous ne l'avez pas fait avant ce travail-là, si ça apparaît en premier résultat de Google, il n'y a personne qui va cliquer dessus. Parce que vous allez voir Air France, Brazilian Airways, etc. Vous allez dire, ok, les Airways, Brésil, c'est bon, c'est leur métier. Qu'est-ce que Royal Air Maroc vient foutre ici? Si auparavant il n'y a pas eu tout un travail de communication, de notoriété, de fidélisation, vous ne pouvez pas avoir de communication de performance. C'est pour ça que ça vient toujours à la fin. Imaginez, vous faites une pub. Moi j'ai vu, il y a des yaourts Python des Neiges. Les yaourts Python des Neiges, imaginons que, parce que ça c'est un sujet que vous pouvez avoir concrètement à traiter si vous bossez dans une agence de com, on fait des yaourts Python des Neiges, on veut les vendre en métropole. C'est invendable. Pourquoi c'est invendable? Yaourt Python des Neiges avec vanille bourbon. C'est invendable. C'est-à-dire que si auparavant il n'y a pas une grosse campagne de communication de notoriété pour dire ces produits locaux de la Réunion, machin, etc., les agriculteurs réunionnais font des trucs avec un logo agriculteur réunionnais, ben les produits réunionnais sont inécoulables sur le marché métropolitain. Parce que le yaourt Python des Neiges, il va se retrouver beaucoup plus cher que le yaourt Activia, sans aucune notoriété, et il ne va pas du tout être identifié comme produit local, etc. Et donc vous pouvez bien acheter tout ce que vous voulez comme référencement, engagement, etc. Il ne se passera rien dans les supermarchés, même si vous êtes en tête de gondole, parce que les gens ne le connaîtront pas. Les gens ne le connaîtront pas. Et donc du coup, voilà, vous avez l'exemple type du fonctionnement d'une campagne de communication que vous voyez dans les chiffres du marché publicitaire. Pourquoi finalement c'est la performance qui est privilégiée? Les annonceurs, regardez, vous mettez leur sous d'abord. Ils mettent d'abord en performance, et puis finalement en notoriété ensuite. Pourquoi ils mettent en performance? Ça se mesure. Parce que ça se mesure, c'est la publicité qui ne fait pas perdre d'argent. C'est-à-dire, une fois que vous avez déjà une notoriété, vous investissez dans la durée en performance pour continuer de vendre, pour augmenter vos ventes. Et ça, ceux qui font de la performance, c'est ceux qui ont déjà acquis de la notoriété. Ils ont un avantage énorme sur les marchés publicitaires. Ils font un peu de dépenses de notoriété pour l'entretenir, mais ils sont en permanence en performance, et donc quand ils dépensent de l'argent, ils le voient immédiatement rentrer en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que c'est le marketing direct et la promotion des ventes qui est privilégiée. Mais si vous prenez l'exemple de Python des Neiges, et alors Python des Neiges, pour réussir à avoir une campagne de notoriété en France métropolitaine et pour être au même plan que Activia dans le réflexe des consommateurs en rayon, ça va lui coûter des centaines de millions d'euros de notoriété avant de pouvoir passer à la performance. Pendant ce temps-là, Activia il continue de balancer de la performance et d'augmenter ses ventes.
Et donc Python des Neiges est mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font pas de communication en métropole et qu'ils se contentent du marché réunionnais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de percer en termes de notoriété, sauf à des coûts démesurés par rapport à la réalité du produit. Et donc en tout cas, on voit bien pourquoi aussi la communication de notoriété finalement rapporte moins. Parce que il y a très peu de nouveaux entrants sur le marché. Il y a très peu de groupes qui disent on va dépenser des milliards pour se faire connaître, pour après pouvoir vendre des choses. Il y a très peu de nouvelles marques. Donc ça, c'est super important. C'est-à-dire que globalement, ce qui draine, ce qui alimente en permanence le marché publicitaire, c'est les logiques de performance et un peu de fidélisation avec les social media. Et par contre, les logiques de notoriété, elles sont beaucoup plus rares, et donc elles sont focalisées sur des médias. Quels sont les médias qui captent les campagnes de notoriété, à votre avis? Comment on fait pour acquérir rapidement de la notoriété? Non. Si on a une tête d'affiche. Oui, mais bon. C'est les médias de masse, très grand public. C'est pour ça que c'est la télé qui récolte l'essentiel. Si vous, alors, sauf si vous faites du parrainage d'émissions, vous parrainez Koh-Lanta, c'est bon quoi. Mais parce que là c'est 8 millions de personnes, mais si vous faites parrainage de ça qu'il faut, vous vous rendez compte le nombre de festivals qu'il faut parrainer pour toucher la population? Par contre, ce qui marche bien pour faire des campagnes de masse, la télévision, l'affichage aussi. Pourquoi il y a des bons résultats de l'affichage? Vous vous mettez sur là où il y a des bouchons dans tous les centres-villes, c'est-à-dire vous repérez tous les endroits bouchés en France, tous les endroits des grands centres-villes où il y a des millions de personnes bloquées en voiture. Et là, vous faites une campagne de 4x3, tout le monde va le voir, votre produit. Et va avoir le temps de le lire, le message, etc. Et ça, c'est les médias de notoriété. C'est les médias de notoriété. Ça vous paraît clair? Pour les nouvelles marques, ça serait quoi la stratégie? Ah ben, il n'y a pas 40 solutions. Vous êtes obligé de commencer par une campagne de notoriété. Vous pouvez dire on va l'éviter. On va éviter de payer pour acquérir une notoriété. Et donc on va essayer de faire du buzz sur internet où on va compter sur le bouche à oreille pour être relayé, etc. Mais comme tout le monde a la même idée, évidemment, il y a l'embouteillage. Et donc ces 3 buzz qui marchent font oublier les centaines de milliers qui ne marchent pas. Dans les faits, le seul moyen d'être sûr de pouvoir lancer une nouvelle marque, c'est d'avoir un budget de communication massif, de notoriété et de performance. Donc par exemple, là où il faut être efficace rapidement, par exemple, il y a très peu de gens qui font du visuel là, il y a des gens qui font jeux vidéo. Si vous travaillez sur les jeux vidéo, il y a plein de gens qui se disent jeux vidéo, il y en a qui ont des succès phénoménaux avec des petits machins, etc. Et donc on fait une petite appli de jeux vidéo, ça va devenir le futur Candy Crush. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les gros groupes de jeux vidéo qui sont nés de ces initiatives à une période où c'était encore un peu artisanal, aujourd'hui quand vous lancez une nouvelle version de Candy Crush, mais la dépense de communication est largement supérieure à la dépense de production. Et donc vous inondez les réseaux sociaux, les médias, les spécialisés, etc. de la sortie du nouveau Candy Crush. Ce qui fait que ça écrase la concurrence, parce que vous avez un avantage en termes de financement publicitaire, de communication de notoriété, que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, les grands jeux vidéo, quand il y a GTA, une nouvelle version qui sort, etc., c'est des jeux vidéo dont on peut dire qu'ils coûtent très cher, mais ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est le prix de la campagne de communication qui est de la campagne. C'est pour écraser totalement la concurrence. Et donc, effectivement, il n'y a pas de solution. La solution, elle est là, mais elle a un coût. Elle a un coût, c'est le seul moyen d'imposer une nouvelle marque, une nouvelle offre, un nouveau produit dans les références du public. Quand vous avez déjà une notoriété d'acquise, vous avez un sacré avantage. D'où le monde de Nemo de 3-4, Avengers 8, 9, 10, etc. Parce que le coût de la campagne de notoriété est beaucoup plus faible. Avengers, c'est déjà connu. Il y a déjà les 3/4 du boulot qui sont faits. Il faut juste dire aux gens, et c'est de la performance, qu'il y a un nouvel épisode qui sort, donc allez au cinéma. Et il n'y a que ça à dire, il n'y a pas besoin d'expliquer c'est quoi Avengers, c'est quoi la Reine des Neiges. Les gens connaissent. C'est fait. Par contre, si vous êtes un petit studio de production,
Il y a un de mes étudiants, je crois, là, qui fait un mémoire sur comment échapper à Disney. Comment échapper aux logiques de Disney. Si vous êtes un petit studio de production et que vous lancez, je sais pas quoi, les triplettes de Belleville, c'est ça, hein, c'est un dessin animé français, c'était aux Oscars. Gagné les Oscars. Diffusé dans 6 salles aux États-Unis. 6 salles. Il gagne les Oscars, 6 salles. Pourquoi? Triplette de Belleville. C'est Ratatouille. C'est des souris, hein, les triplettes de Belleville, non? Ouais, c'est des petites vieilles. Ouais, les petites vieilles, vous voyez, je confondais même. J'avais déjà intégré que c'était Ratatouille, finalement. Voilà, Triplette de Belleville, c'est un super film, probablement. Il y a les Oscars aux États-Unis, personne ne va le voir. Même s'il a eu le label Oscar. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez le rouleau compresseur de la communication de notoriété. C'est-à-dire un film qui a rien que le logo Disney, il y a une telle notoriété du logo qu'il va écraser mécaniquement la concurrence. C'est-à-dire c'est un gage qui va être donné. Vous avez déjà vu du Disney, vous en verrez encore un peu. Reprenez-en. Reprenez-en. Pour la personne qui ne connaît pas le monde du dessin animé, c'est un gage de sérieux, de qualité, etc. Alors des fois, vous avez des exceptions. C'est tout ce qui explique le fait, vous connaissez tous l'histoire de Pipangaï, Eloi, etc. Pipangaï a fait des bons dessins animés. Mais il n'a jamais fait des dessins animés qui ont eu un vrai succès commercial. C'est parce qu'ils sont mauvais. C'est parce qu'ils n'ont pas les réseaux de communication. Et ils n'ont pas les budgets pour. Ils n'ont pas les budgets pour. Et donc ils comptent sur des festivals, etc., sur la communication apportée par un prix dans un festival, pour contrebalancer l'absence de moyens de communication classiques comme un studio de production plus important, Disney, etc., aurait, il a dit qu'il serait capable de mettre derrière un film pour le propulser auprès du grand public. Et là, vous le voyez dans les dépenses des annonceurs. C'était juste pour casser vos rêves, hein. Si par hasard vous comptez émerger sans soutien de la communication, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous allez avoir un master information communication avec la partie communication bien développée, pour que vous ayez conscience de ça. Et là, vous le voyez clairement dans les dépenses des annonceurs. Allez, j'en ai fini pour l'introduction. Vous êtes combien à avoir lancé votre propre jeu vidéo des fois déjà là? Non, personne. Mais rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit, hein, c'est que par exemple à la télévision, ces 10 dernières années, les dépenses publicitaires à la télévision n'ont pas augmenté, mais par contre le volume publicitaire a été multiplié par 2. C'est-à-dire qu'en gros, on la vend moins cher la publicité à la télévision, on diffuse 2 fois plus pour gagner autant. Et donc si le volume publicitaire a tendance à augmenter, ça ne fait qu'accentuer l'avantage qui est donné à ceux qui ont des moyens de communication. C'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de sollicitations publicitaires, votre cerveau est de plus en plus saturé, donc de moins en moins disponible pour aller chercher ailleurs. Et donc comme il est de plus en plus saturé, ça veut dire qu'il faut encore plus saturer en nombre d'expositions publicitaires pour véritablement retenir votre attention. Et donc effectivement, voilà, c'est encore plus difficile aujourd'hui, paradoxalement, à l'ère du buzz et compagnie. C'est paradoxalement plus difficile de faire émerger un nouveau produit, une nouvelle marque, que ça ne l'était auparavant. Comme il y avait un peu moins de publicité, le peu qu'on faisait, quelque part, ça lui laissait un peu plus d'espace. Donc là, on a fait la partie 1, introduction aux principaux formats publicitaires. Je vais vous faire l'introduction de la partie 2, les modèles publicitaires du web, des bannières aux liens sponsorisés. Alors, je suis très honnête avec vous, du coup, je vous ferai un examen sur ce que je vous ai dit jusqu'ici, la partie 1, et l'introduction de la partie 2. Vous avez bien pris d'être là, oui, comme mercredi matin, il y en a certains qui sont pas là.
ce que je vous ai dit aujourd'hui, essayez de mémoriser l'essentiel. Bon, je vous l'avais dit, hein, mais en gros, comme on a fini la partie 1 ce matin, ça me donne un ensemble cohérent sur lequel vous interrogez. Donc, partie 2, les modèles publicitaires du web, des bannières aux liens sponsorisés. C'est petit 1, l'évolution du marché publicitaire sur Internet dans les années 2000. C'est-à-dire, le mec qui fait de l'histoire, il revient en arrière. On n'est pas dans les années 2010 ou dans les années 2020. Parce qu'il s'est passé un truc sur Internet dans les années 2000. Et c'est depuis les années 2000 que les choses ont changé. Alors, la publicité sur Internet, elle naît en même temps qu'Internet, c'est-à-dire, ça vous le savez maintenant, c'est quand Internet? Il y a longtemps? Dans un futur présent. En France, c'est 95. Vous n'étiez pas né. Certains peut-être. On est à la limite là. Mais si vous avez... Ah non, vous êtes en Master 2 là, vous avez 22 ans quand même. Vous êtes né 96, 97, c'est ça? 98, ouais. Vous êtes des enfants qui sont nés avec Internet. Vous êtes la première génération qui est née où Internet existait déjà. Sauf qu'il n'y avait pas d'internaute dans les années 90. Donc en fait, vous n'êtes pas la première génération, il y avait Internet à la maison. Elle arrive après vous. Parce que dans les faits, les gens n'utilisaient pas Internet dans les années 90, c'était des sites tout pourris, avec des modems tout pourris, un peu comme Aliwa aujourd'hui. C'est quand même la meilleure connectivité au monde. Hein. Ah oui, 4K, c'est ça. À chaque fois, je me suis surpris. 20 kilos. 20 kilos par seconde. En fait, vous avez la fibre ici, hein. Non, Il y a tellement de postes connectés sur le même tuyau que c'est incroyable. D'après Gary. Vous vivez un peu ce qu'on vivait dans les années 90 quand on a découvert Internet, c'est-à-dire l'obligation d'attendre longtemps pour pouvoir se connecter. Donc, il n'y avait pas d'internautes, il y avait quelques sites web, et du coup c'était tout nouveau. Donc effectivement, le premier format publicitaire sur Internet, ça a été les bannières. Les bannières, elles reproduisent sur Internet ce qu'on connaissait déjà dans le domaine des médias. On voyait un texte écrit, c'était une page web, et on disait on va mettre un carré comme dans un magazine, ce sera une pub. Les premières bannières, c'était des bannières fixes qui ressemblaient affreusement à ce qu'on avait l'habitude de faire dans les médias papier classiques. Et donc la publicité des bannières, qui est le premier format publicitaire sur Internet, ça va se développer progressivement. Ça va passer la barre des 100 millions d'euros en l'an 2000. C'est rien, 100 millions d'euros, vous avez vu aujourd'hui 6 milliards. C'était largement multiplié. Et puis en 2001-2002, il y avait tellement peu d'internautes qu'on a cru qu'Internet allait fermer. Et que finalement c'était une super invention, mais qui n'avait pas trouvé son public et qu'elle allait mourir. Et donc il y a même des dépenses publicitaires qui vont repasser sous les 100 millions d'euros en 2001-2002. Et le marché des bannières va redescendre sous les 100 millions d'euros, alors que la télévision à l'époque c'est 5 milliards d'euros. Internet, on se dit c'est bon, personne ne regardera, personne utilisera, ça servira aux banques pour faire des transactions électroniques, etc. Mais ce sera un outil professionnel. Ce ne sera pas un outil grand public. Pourquoi on s'est dit ça? Et c'est intéressant, hein, là, ça n'a rien à voir avec le cours. C'est parce qu'à l'époque, la plupart des offres sur Internet étaient payantes. On payait déjà la bande passante consommée, cher. Mais en plus, la plupart des sites web étaient en accès payant. On avait un modèle type Minitel où tout était payant. En ce moment, Internet est en train de redevenir payant. Vous avez vu le nombre de sites qui deviennent payants, etc. Et le retour du payant va calmer les internautes. Les années phases de l'Internet tout gratuit, on comptait sur la pub, sont finies. Et là, on va vers une consommation beaucoup plus light d'Internet qu'on a eu dans les 2 décennies dont on sort. Si vous avez déjà utilisé des smartphones, mais au début des années 2000. Enfin, vu que le support est différent, est-ce que en fait, l'engouement pour Internet aurait pu être différent? Même s'il aurait été payé en ligne. Je pense pas. Je pense pas parce que je pense que le vrai problème, c'est le coût d'utilisation. Et ce qui va justement lancer le succès de l'Internet, c'est le haut débit. Et avec le haut débit, la possibilité de pirater. Et clairement, moi, je me suis abonné à Internet pour pirater. Hein. Pourquoi prendre un abonnement à 30 € par mois? C'est pas que pour envoyer des emails.
Surtout qu'à l'époque, tout le monde n'envoyait pas d'email, c'était tout nouveau. Donc vous pouvez très bien vivre sans email et passer des coups de fil. Vous envoyez des SMS. Avec ses potes, on pouvait envoyer des SMS avec un GSM. Ça doit être le début des années 90. Donc envoyer des emails sur un smartphone, on peut tout à fait s'en passer. Par contre, pirater toute la musique dont on rêve et tous les films dont on rêve, alors que c'est en vente à la FNAC 20 € les 10 morceaux, ben là vous voyez comment économiser, que le 30 € investi va être largement remboursé. Hein. C'est ce qui fait que Internet a explosé. Et donc effectivement, je pense que l'argument principal, c'était pas un problème d'ergonomie. Au début, il y avait un problème de débit. C'était un problème de coût. Un Internet totalement payant et un Internet inutilisé. Alors les coûts ont baissé, hein. Les gens, vous avez tous un abonnement, je suppose, à Netflix, Spotify et tout. Non, à La Réunion, vous êtes un peu des réfractaires, je pense, de pirater. Et en métropole, non mais oui, il y a un décalage entre La Réunion et la métropole de quelques années. Je suis honnête, hein, ça se voit. Quand je parle avec les étudiants de La Réunion, en termes de pratique, ils correspondaient aux étudiants que j'avais il y a 4-5 ans, à Marseille. Aujourd'hui, quand je pose la question à Marseille, tout le monde a un abonnement. Ils sont tous abonnés à Netflix, à Spotify, à Deezer, enfin voilà. Ils peuvent plus se prendre la tête. Mais après, à La Réunion, je comprends, il y a des endroits où les téléphones ne passent pas et tout. Il ne faut pas casser la tête d'avoir un abonnement, ce qui n'a pas la qualité de service qui suit derrière. Mais il était sur Netflix d'ailleurs. Il est arrivé après. Ça s'est pas encore installé. Mais souvent, vous avez la version africaine des services. Mais la version africaine, c'est pas la même. Enfin, bon, toujours est-il qu'à partir des années 2000, d'un coup, les internautes arrivent grâce au piratage et le marché des bannières va exploser en même temps que la fréquentation d'Internet va exploser. Et donc, si on regarde l'évolution du marché des bannières dans les années 2000, je vous donne les augmentations. Après l'an 2000, je dois les avoir notées, vous avez du plus 32%, plus 37, plus 53, plus 42, plus 36, plus 20. En gros, entre 2003 et 2008, vous passez de moins de 100 millions d'euros à 1 milliard d'euros de dépensés dans les bannières. 1 milliard d'euros, c'est beaucoup. Vous l'avez vu sur l'échec du marché publicitaire, la radio ne fait pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires publicitaire. Donc il y a eu une vraie explosion de la dépense publicitaire dans les bannières dans les années 2000. Mais c'est à la fin des années 2000, en 2009, après la crise économique de 2008, on a une première baisse du marché des bannières, c'est normal. Les entreprises ont plus mal, elles dépensent moins en publicité. Les bannières, c'est beaucoup de communication de notoriété. On en a déjà de notoriété, on peut patienter, on fait un peu moins de publicité. Et on va avoir une décroissance, en tout cas, du marché des bannières en 2009. Et à partir de 2010, ça va repartir en hausse. Ça va repartir en hausse, ce qui fait que au milieu des années 2010, Internet va devenir le premier support de communication publicitaire. Alors pourquoi les bannières explosent dans les années 2000? Pourquoi la communication publicitaire explose dans les années 2000? C'est-à-dire pourquoi des groupes comme Danone, Renault, Peugeot, etc., qui dans les années 90 ne juraient que par la télévision et la radio et la presse, se disent dans les années 2000, faut miser sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça n'a rien à voir. L'usage d'Internet a modifié en fait, Ouais. Et il y a un acteur qui a tout changé sur Internet dans les années 2000, c'est qui? Vous vous souvenez de mon cours il y a longtemps? Qui c'est qui a changé complètement Internet dans les années 2000? C'est Google, ouais. Pourquoi? Avec Apple, ça 3G, etc. Non, Apple, ça arrive tard. Ça arrive presque en même temps. Non, l'Apple 3G, l'iPhone 3G, c'est 2008. Mais c'est un peu grâce à ça aussi, parce que vu que c'était portatif, bah, ils ont pu après. On doit à Apple le début de l'Internet mobile. Mais le succès de l'Internet fixe dans les années 2000, c'est Google. Et c'est quoi le modèle de l'Internet selon Google? Ah, le portail. Non, C'est c'est les hypertextes, c'est le moteur de recherche, Google quand même. Et qui dit moteur de recherche dit Internet gratuit. Et Internet financé par la publicité. Si vous avez que des liens référencés et que tout est payant, ça ne sert à rien, le moteur de recherche. Vous arrêtez immédiatement de l'utiliser. Donc, le modèle de Google, c'est d'imposer un Internet gratuit.
Et pour imposer un Internet gratuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire financer par autre chose que par le payant, hein. Donc il faut le faire financer par la publicité. Donc c'est Google qui a convaincu les annonceurs de dépenser leur argent sur Internet et de rendre gratuit la plupart des offres et services qui sont disponibles en ligne dans les années 2000. Donc l'Internet financé par la publicité dont on a hérité, c'est un Internet de Google. On sort de 20 ans de Google là. En redevenant tout payant progressivement, on est en train de plutôt rentrer dans un autre univers. Et le gratuit va se limiter à quelques services. Mais en tout cas, dans les années 2000, cette explosion en tout cas des bannières, des dépenses publicitaires sur les bannières, ça a correspondu à l'explosion du web gratuit qui était drivé par Google, et c'est Google qui en fait va donner aux annonceurs les moyens de retrouver confiance dans la publicité en ligne, et c'est Google qui va imposer le modèle de publicité en ligne dit à la performance. C'est-à-dire que Google va complètement casser les codes sur le marché publicitaire d'Internet, mais après ça va s'étendre à la totalité du marché publicitaire, et il va dire aux annonceurs: vous n'avez pas voulu dépenser votre argent sur Internet, parce que sur Internet, on ne vous a jamais garanti l'efficacité de votre communication publicitaire. TF1 ne vous l'a jamais garanti non plus. Et comme TF1, vous avez l'habitude, vous le faites. Sur Internet, on va vous garantir totalement l'efficacité de la communication publicitaire. C'est-à-dire que la publicité sur Internet, elle ne peut pas fonctionner comme les médias classiques. Il faut qu'elle soit encore plus efficace que les médias classiques. C'est quoi le modèle de finance, le modèle publicitaire sur Internet, dans les médias classiques, sur TF1 par exemple, un spot de télé? C'est quoi le deal passé entre TF1 et l'annonceur? C'est le temps de diffusion. Alors TF1 vend du temps d'antenne, spot de 30 secondes, mais TF1 s'engage sur quoi vis-à-vis de Renault par exemple? Sur ce nombre de téléspectateurs qu'il a eu. Il s'engage que sur son audience. C'est-à-dire TF1 dit: je te vends mon spot 200 000 €. Ces 200 000 €, ça correspond à 7 millions de téléspectateurs. Si je ne fais pas 7 millions de téléspectateurs, je te rembourse une partie. Mais moi, je m'engage à t'apporter une audience. Après, si ta campagne de communication ne marche pas, moi j'ai fait mon job. Il y a bien 7 millions de téléspectateurs, j'ai payé Médiamétrie, ils ont mesuré. Il y avait 7 millions de téléspectateurs. Je m'engage sur l'audience. Je ne m'engage pas sur l'efficacité de ta campagne de communication. La campagne de communication de Renault, elle peut planter. Peut-être qu'il a choisi de placer son spot à la mauvaise horaire. Ce n'est pas le problème de TF1. C'est le problème de Publicis qui l'a mal conseillé. Peut-être que son spot, il est pourri. Et que les arguments mobilisés par Renault pour vendre ses voitures ne sont pas les bons. Et donc, ce n'est pas de la faute de TF1, c'est de la faute de Renault. Et là, vous voyez bien que ce qu'on vend dans les médias, c'est qu'une audience. Et le travail des médias, c'est de fédérer une audience. Et c'est ça qu'a fait Internet au début. On vendait les bannières au coût pour 1000 affichages. Je te garantis que ta bannière, elle sera affichée 1000 fois. C'est ce qu'on appelait le coût pour 1000. Ça se vend encore un peu au coût pour 1000. Certaines campagnes de communication. Coût pour 1000 affichages, vous vendez de l'audience. Je te garantis qu'il y a 1000 visiteurs uniques qui verront. D'où l'importance des visiteurs uniques pendant longtemps. Par exemple, Twitter a abandonné la communication au nombre de visiteurs uniques. Il dit: je ne vous donne plus le nombre d'utilisateurs que j'ai. Je ne vous donne que le nombre d'utilisateurs actifs, ceux qui réagissent aux messages. Ça ne sert à rien de vous donner des chiffres astronomiques. C'est de l'audience pure, c'est de l'audience théorique, mais c'est une audience qui n'est pas engagée dans Twitter, qui ne sert à rien. Et pendant longtemps, on a vendu du visiteur unique. Il y a bien un mec qui s'est connecté à mon site et qui a bien vu ta bannière, donc ta bannière elle est facturée. Peut-être que ça n'a pas marché la pub, c'est ton problème. Annonceur, t'as qu'à faire la bonne bannière, etc. Et donc c'est comme ça qu'ont été commercialisées les bannières, historiquement, sur Internet. Et c'est pour ça que les annonceurs se sont dit: bah, quitte à toucher 1000 personnes, j'ai plus de garantie si j'utilise TF1 que si j'utilise Orange.fr. Orange.fr, moi, l'attention d'un internaute sur Orange.fr à ma bannière, je n'ai pas de vraie garantie. Alors par contre que l'attention d'un téléspectateur avant Koh-Lanta, j'ai une vraie garantie. Et donc je préfère continuer de dépenser mes sous à la télévision plutôt que de les dépenser sur des sites pour afficher des bannières. Et c'est Google qui va changer complètement les règles, qui va dire: non, sur Internet, on ne peut pas faire ça. Effectivement, par rapport à TF1, on est mauvais. Hein. Vous voyez bien, un site web en termes de captation de l'attention, on est à des années-lumière de ce que propose un canapé face à un écran géant. D'accord?
votre petit écran dans la rue, un canapé, un écran géant. Vous regardez la radio, quelqu'un dans un bouchon qui a que la radio à écouter, le matin, dans une voiture, il est vachement plus captif que quelqu'un qui joue avec son smartphone, qui va être sollicité de partout. Donc Google va dire on va vendre la publicité autrement. Et il invente le coup par clic. C'est-à-dire on ne vend la publicité que quand l'internaute a véritablement cliqué dessus. C'est-à-dire qu'on ne vend plus de visiteurs uniques. Qu'est-ce qu'on vend? Le nombre de fois qu'il clique sur la publicité, en fait, qui va vraiment aller la voir. Et enfin, aller la voir. C'est pas genre quand il la voit à l'instant T, c'est qu'il a fait une action sur la publicité. Et bien, on vend plus de l'audience. Mais vous avez prononcé le mot. On vend une action. Une action du client potentiel. On vend une action du client potentiel. Il a cliqué sur le lien sponsorisé Air France, il est bien arrivé sur votre site, il est bien dans votre magasin. Cette action-là, c'est ça que je facture. Je vais peut-être mettre le lien sponsorisé Air France face à 100 millions de personnes. S'il n'y en a que 1 million qui vont sur le site d'Air France, vous ne paierez que pour le 1 million qui est rentré dans votre magasin. Tous les autres, c'est de la publicité qui n'a pas marché. La publicité qui n'a pas marché, c'est pas Google vous la facture. Mais la différence avec TF1, TF1, quand il dit moi j'ai 7 millions qu'on vu, vous payez pour les 7 millions. Hein. Et vous faites une publicité pour voiture, ouais. Le mec il n'a pas de bras, là, il ne peut pas conduire une voiture. Je le décompte pas, hein, je le décompte pas de mon audience, il est dedans. Il est comptabilisé, il est vendu à Renault. C'est impossible qu'il soit acheteur de Renault. Mais il est quand même comptabilisé. Il y a 10% des Français, je suis méchant, il y a 10% des Français qui n'ont pas le permis. Ils peuvent pas acheter de voiture, mais ils regardent TF1. Ils sont facturés à Renault par TF1. Google il dit non, hein, les Français qui n'ont pas de permis, ils ne vont pas cliquer sur Renault, donc c'est bon. Vous les aurez pas. Vous les aurez pas. Et donc, on ne vend plus de l'audience, on vend des actions sur Internet. Et c'est ça que Google a réussi à imposer sur les marchés publicitaires et qu'il a imposé d'abord sur Internet. Et aujourd'hui, c'est systématiquement ça qui est commercialisé par les médias. Mais Facebook, il s'inspire un peu de ce système-là pour le coup, non? Parce que maintenant, Facebook aussi, il essaye de vendre sur... Tout le monde s'inspire de ce que Google a inventé dans les années 2000, puisque même les chaînes de télévision aujourd'hui essaient de vous vendre des actions mesurables. Alors elles sont en train de négocier avec l'État pour modifier la loi, mais l'objectif, comme on regarde de plus en plus la télévision par des box, c'est que ce ne soient pas les mêmes publicités qui soient affichées sur les postes de télévision en fonction des foyers qui regardent. Et comme ces foyers ils sont logués par ailleurs quand ils font du replay, etc., de leur proposer des coupons de réduction, etc. Donc imaginez, vous voyez une pub Pampers avant de regarder Koh-Lanta parce qu'on sait que vous êtes un foyer avec un enfant en bas âge. Quand vous faites un replay, vous vous loguez, on vous propose un coupon de réduction de Pampers que vous téléchargez. Et vous savez que la pub Pampers va générer un achat qui va être mesuré par le coupon de réduction dans le magasin. Et donc même la télévision a laissé d'aller vers ça. Pour l'instant, c'est interdit du point de vue réglementaire d'afficher des publicités différentes. Donc la télévision elle est obligée de rester dans une logique d'audience pour l'instant. Elle demande à pouvoir passer dans une logique d'action parce que les annonceurs la privilégient. Et c'est Google qui a globalement inventé ça et qui a imposé ça sur les marchés publicitaires. Et donc effectivement, Facebook, c'est le même type de communication. Tu vas vendre aux annonceurs, hein, il va vendre un coût par action. Et donc, typiquement, si vous faites une campagne de communication chez Facebook, vous allez. Alors c'est plus complexe chez Facebook, parce que c'est pas aussi simple qu'un clic sur un lien sponsorisé, mais Facebook va vous vendre peu cher, comparativement, peu cher l'affichage d'une vidéo qui s'auto-déclenche. Il va dire dès qu'elle s'est déclenchée plus de 2 secondes, et plus de 3 secondes, je considère qu'il y a un début d'intérêt. Il y a au moins une action visuelle. Comment aller mesurer l'action visuelle sur Facebook? Comment Facebook dit à l'annonceur, je te garantis que mon internaute, mon utilisateur du réseau social a regardé au moins 3 secondes ta publicité. Donc il a commencé à mémoriser ton message. Donc il y a une action qui me permet de te garantir qu'au moins 3 secondes, il a regardé l'image. Elle est où l'action que vous faites sur Facebook avec votre téléphone? Ouais, ça apparaît dans le fil d'actualité, mais comment Facebook garantit à l'annonceur? Google, on va le voir, c'est simple, hein. Il y a un clic,
il y a un renvoi d'audience sur le site web. Super facilement mesurable. Il y a l'adresse IP qui apparaît qui est ramenée par Google. C'est super facilement mesurable. Facebook, il dit aux annonceurs, je te garantis, moi j'ai une preuve que la personne a vraiment vu ta vidéo. Elle va mettre sur pause, non? Vous l'avez dit. Le scroll. Votre doigt. Qui fait défiler le fil d'actualité. Donc en principe, vous regardez ce qu'il y a au-dessus de votre doigt, hein, on est bien d'accord. C'est gênant si vous avez la main collée. Donc vous faites défiler le fil d'actualité comme ça et vous lisez ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a sous la main. Et donc votre doigt, il donne une indication de la partie du fil d'actualité que vos yeux regardent. Et donc si votre doigt reste suffisamment statique sur l'écran du smartphone plus de 3 secondes quand une vidéo publicitaire apparaît, Facebook peut garantir en fonction de la pression de votre doigt sur l'écran du smartphone à l'annonceur que vous avez vu au minimum 3 secondes de la publicité. Si vous la passez à toute vitesse, il ne la facturera pas à l'annonceur. Si en revanche vous restez sur le doigt, vous regardez la totalité de la publicité vidéo, et ça c'est le fait que vous scrollez ou pas justement qui permet à Facebook de le savoir. Là, si vous avez regardé la totalité de la publicité vidéo sans encore interagir avec elle, ça va être vendu beaucoup plus cher. Cet affichage-là. C'est-à-dire que le même annonceur ne paiera pas le même prix pour la même personne selon le comportement de la personne. Vous voyez bien, gagner, on vend de l'action, c'est le comportement de la personne qui détermine le prix de la publicité. Et si en plus, après avoir vu la publicité vidéo, il clique dessus et il télécharge l'application ou alors il réalise un achat, là ce sera encore vendu plus cher. C'est-à-dire que Facebook va commercialiser des degrés d'action par rapport à un contenu, parce que ça reste du display chez Facebook, donc il y a moins d'interaction spontanée. Sur Google, c'est du lien sponsorisé, donc le clic ne clique pas. C'est simple. Et du coup, c'est que de clic qui va être facturé chez Google. Mais c'est bien ça, en tout cas, qui a été inventé par Google, hein, le fait de commercialiser des actions et de ne pas commercialiser une audience théorique. Une audience uniquement pour quelque chose publicitairement parlant, quand elle est active. Alors, c'est quoi ces régies de Google qui ont inventé ce nouveau marché publicitaire, ces nouveaux codes sur le marché publicitaire? Les deux principales historiques en tout cas, c'est AdWords et AdSense. C'est les deux grandes régies de Google historiquement, hein, de vente de liens sponsorisés. Donc AdWords, ça date de l'an 2000, c'est vraiment les années 2000. Google est créé en 1998 en version bêta. 2 ans sans publicité. Au bout de 2 ans, ils disent maintenant qu'on en vive. On va inventer un format publicitaire, ils lancent AdWords. Et AdWords, c'est la régie qui commercialise encore aujourd'hui les liens sponsorisés dans le moteur de recherche. Les fameux 4 liens du haut qui sont des pubs affichés par Google. Et donc c'est avec AdWords que Google va imposer la facturation au coût par clic et un mode de facturation des annonceurs radicalement original, puisque c'est la première forme de publicité ciblée. C'est-à-dire c'est pas seulement facturé à l'action, au clic, mais c'est facturé aussi en fonction de l'utilisateur. Pourquoi Google, c'est de la publicité ciblée? Alors pas personnalisée en fonction de qui vous êtes, mais qui est quand même une publicité ciblée. Comment Google va afficher une publicité qui correspond véritablement à ce dont vous avez besoin? Hein? Avec les cookies? Non, il n'y a pas besoin, Google. Alors, elle est en train de les supprimer de son navigateur, il s'en fout des cookies, il n'a pas besoin. C'est vous qui lui donnez l'indication. C'est le premier site participatif au monde, hein. Avant Facebook, on a dit c'est les réseaux sociaux qui font participer, non? Un moteur de recherche est hyper participatif, vous n'arrêtez pas de lui donner comme indication ce qui vous intéresse. Et donc lui, il invente ce qu'on appelle une forme de publicité ciblée, la publicité contextuelle. Sur le moment, dans le contexte, vous dites, moi en ce moment, je cherche des informations sur ça. Et vous remplissez Google de vos centres d'intérêt, et Google vous répond en fonction de ça. Donc il vous facture qu'au clic, il facture une publicité ciblée parce que contextualisée, c'est vous qui avez donné l'information essentielle. Et puis il va apporter une troisième innovation, on va voir comment tout ça fonctionne la prochaine fois. Comment il la facture ce coup par clic Google? À votre avis, quand vous achetez un clic sur Crédit Revolving, est-ce que c'est le même prix que quand vous achetez un clic sur Emmanuel Macron? Tapez dans la barre de recherche.
Vous pensez que Google, le coût par clic, c'est le même partout? Pas pour le moment. Ah non, mais là, quand vous payez des clics, c'est pour être en haut. Vous êtes systématiquement référencé dans les 4 premières lignes. Le reste, c'est la recherche naturelle. Donc ça, c'est les algorithmes de Google. Ils ne traficotent pas. Et si vous voulez payer, c'est pour être tout en haut, en dehors de la recherche naturelle. Passer devant tout le monde. Mais est-ce que pour passer devant tout le monde sur une requête de type crédit revolving, ça coûte plus cher que pour passer devant tout le monde sur une requête de type coronavirus? Il y a plein de gens qui en ce moment tapent crédit revolving à la Réunion et il y a plein de gens qui tapent coronavirus. Il y a des gens qui vont acheter une pub pour être en haut coronavirus. Qui? Le journal de l'île de la Réunion, par exemple. Il va avoir des articles sur le coronavirus, il a envie qu'on les lise. Il va acheter, il sait que si vous lisez l'article sur le coronavirus, il va vendre une pub, une bannière qui va coûter 20 centimes. Donc il est prêt à mettre combien sur le clic? Il est prêt à payer peut-être 10 centimes les 1000 clics, s'il vend 20 centimes les 1000 affichages de bannières. C'est-à-dire qu'il va acheter pour 10 centimes 1000 visionnages, qui revendra 20 centimes. Donc il aura gagné 10 centimes. Donc le coronavirus, ça vaut 10 centimes chez Google. Par contre, crédit revolving, si vous prenez un crédit revolving à 15% par mois, là vous allez rapporter vachement plus, celui qui est revenu crédit. Donc lui, il est prêt à mettre 10 euros le bout. Et comment Google arrive à savoir qui est prêt à mettre 10 euros et qui est prêt à mettre que 10 centimes? Ce qu'il instaure sur Internet, il n'y a pas de condition générale de vente chez Google, il n'y a pas de tarif. Là, depuis le début, je vous ai dit, Kantar, condition générale de vente, il n'y a pas de tarif chez Google. Vous devez mettre minimum 1 centime de dépense dans votre communication publicitaire. 1 centime, c'est la seule condition générale de vente. Toute proposition commerciale doit être au moins de 1 centime. Mais par contre, il organise des enchères entre annonceurs. Pour les requêtes sur les crédits revolving, vous êtes prêt à monter jusqu'à combien? Vous êtes 50 à vouloir apparaître dans les 4 premiers liens. Je ne retiendrai que les 4 meilleures propositions. Et donc les annonceurs, si vous êtes sur coronavirus, ils ne sont pas nombreux, ils ne mangent pas beaucoup. Si vous êtes sur crédit revolving, ils sont plus nombreux, et surtout il y a plus d'enjeux économiques, donc là le prix du clic va augmenter. Donc c'est ce qu'on va voir en détail la prochaine fois. C'est ça qui est révolutionnaire. Les enchères. Donc sur Internet, c'est les annonceurs qui décident du prix de la communication. C'est pas les médias. Il y a des tarifs chez TF1, il y a des tarifs à la radio, etc. Il n'y a pas de tarif chez Google. Il n'y a pas de tarif chez Facebook non plus. Google, il ne veut juste pas gérer moins de 1 centime, il y a plus de frais informatiques que de frais commerciaux. Il dit que ça me coûte plus cher en consommation de bande passante que ce que vous me rapportez. Il faut mettre au moins 1 centime. Enchères, c'est les annonceurs qui fixent les prix. Publicité ciblée, c'est de la publicité contextuelle. Donc chacun ne voit pas la même publicité, en fonction de vos requêtes, vous voyez des publicités différentes. Alors que dans les médias, pour 1000, c'est la même publicité pour tout le monde. La même audience voit tout. Et publicité qui est uniquement performante, vous ne payez que moyen un clic. Mais on voit bien que la performance, elle est liée aussi au fait que c'est de la publicité contextuelle et pas trop aux enchères. C'est pour ça que les enchères ne sont pas pris en compte par Google dans l'affichage. Donc c'est ce qu'on verra en détail, c'est comment ça fonctionne, l'affichage des publicités sur Internet chez Google pour ceux qui sont à la version matin. Et on le verra aussi après chez YouTube, parce que c'est un peu différent, c'est de la publicité vidéo, et chez Facebook. Ouais.